Mon mandat consistera globalement à présider l'enquête, à veiller à son bon déroulement lors des audiences publiques afin de faire la lumière sur les circonstances entourant les décès, d'identifier lorsque possible les facteurs contributifs au décès et de formuler, s'il y a lieu, des recommandations pour une meilleure protection de la vie humaine. C'était la coroner Jeanne Kamel qui définissait son mandat concernant l'enquête qu'elle préside sur le meurtre de la sergente Maureen Brault de la Sûreté du Québec. C'est survenu à Louisville, en Mauricie, le 27 mars dernier. Alors, on revient sur la tragédie avec Marcel Savard, un ancien directeur adjoint de la Sûreté du Québec. Bonjour, Marcel. Bonjour Isabelle. Alors, c'est sûr que la coroner va examiner toutes sortes de questions, mais notamment les méthodes d'intervention des policiers quand ils interviennent justement auprès d'individus qui ont des problèmes de cette nature-là, des problèmes lourds en santé mentale. Oui, tout à fait. Je crois que les méthodes d'intervention vont être un élément essentiel quand on a entendu l'enquêteur du BEI établir la trame factuelle de tout ça. Ça va devenir important. Mais la coroner devra, je crois, évidemment, pour faire la lumière, toucher aussi à la formation qu'ils ont, les policiers, à la gestion par le système en général de santé avec les intervenants de première ligne, comment on gère ces cas-là. Et finalement, bien entendu, c'est comment on se partage l'information et quelle information est disponible pour les premiers intervenants. Bon, justement, l'homme en question, Isaac Brouillard-Lessard, il était connu pour avoir un potentiel très, très élevé de violence et la Commission d'examen des troubles mentaux jugeait qu'il constituait une menace pour la sécurité d'autrui. Sachant que ce genre d'individus-là sont parfois remis en liberté, les policiers, est-ce qu'ils devraient en être informés? Bien, je crois que les policiers ils ont accès évidemment aux banques de données policières qui vont établir certains faits sur la criminalisation de l'individu, son dossier criminel, etc. Ça, c'est un élément qui est important. Mais à côté de ça, dans le cas présent, on savait quand même beaucoup de choses sur l'individu, mais à côté de ça, on peut se retrouver avec un individu qui est sur son territoire, qu'on ne connaît pas, pas de dossier criminel en particulier, mais beaucoup d'incidences de troubles mentaux, de perturbations mentales. Et les policiers ne sont pas systématiquement mis au fait, ou les premiers intervenants, parce que j'élargis un peu la notion de dire policiers, oui, mais ambulanciers, services d'incendie, tous les premiers intervenants qui pourraient entrer en contact avec un individu, il va falloir trouver un moyen pour partager l'information si on n'est pas capable d'avoir rien dans les banques de données usuelles. Qu'est-ce que les policiers savent, Marcel, si vous le savez, du danger que de tels individus représentent? Je comprends qu'il n'y a pas de registre sur leur libération ou leur disponibilité sur le territoire, mais quand ils le savent, est-ce qu'ils sont au courant du danger qu'ils représentent? Bien, on voit, et il faut faire attention quand on parle d'un dossier qui est vraiment vivant, actuel, là, on ne peut pas être plus actuel que ça, mais on sait déjà dans ce dossier-là qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été transmises aux policiers environnants et les policiers travaillant sur le territoire. Donc, les policiers, on a un policier qui a quand même rédigé un avis qu'il a transmis à tous ses confrères sur la présence d'un individu. Et vous savez, pour avoir vécu sur la patrouille et dans ce type de situation, c'est exceptionnel là, qu'on a ce genre d'informations très actuelles dans un territoire. Des fois, on ne le sait même pas. Donc, comment on fait pour s'assurer que, tout en protégeant les données personnelles d'un individu ou d'une personne, comment on s'assure qu'une personne qui est régulièrement en crise, qui a une propension à la violence, qui peut être confrontant et agressif envers les premiers intervenants, ben moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Évidemment, là, on est un peu, là, on marche sur des œufs avec ça, parce que c'est de l'information dite personnelle. Donc, où est la ligne et comment, justement, passer cette ligne sans, évidemment, faire de grands torts à un de manquement, oui, absolument. Tout à fait. On sait que c'est l'intervention au domicile de Brouillard-Lessard qui est au cœur de l'enquête, mais en général, comment ça doit se passer, ce genre d'intervention-là? Bien, d'abord, à partir du moment, c'est toute la notion de la réception de l'appel. Comment on reçoit l'appel? Et après ça, c'est toute l'information qui est disponible sur la nature et l'endroit où on s'en va avec les policiers. Donc, les policiers doivent avoir un maximum d'informations. Donc, la centrale d'appel devient névralgique. Donc, les policiers, à partir du moment où on a une connaissance assez pointue
du type d'individu, les lieux, le genre d'intervention. Après ça, on détermine un peu le genre d'intervention qu'on va faire. Est-ce que l'individu, on pourrait, exemple, dire on a un mandat d'arrestation? Est-ce qu'on peut attendre que l'individu sorte de son domicile? Ça fait partie de l'évaluation des risques. Et les policiers doivent maintenant, parce qu'on s'est ajusté suite à cet événement, l'École nationale est en train de reviser et on entendra certainement le spécialiste en parler, toute l'évaluation du risque. Donc, l'évaluation du risque, de là va dépendre le modèle d'intervention. Est-ce qu'on attend l'individu à l'extérieur? Est-ce qu'il y a une urgence parce que l'intégrité de la vie est en danger? Donc, tout ça va être déterminé par ce qu'on va connaître et ce qu'on va déterminer à l'avance. Merci beaucoup, Marcel Savard. On se reparlera assurément de cette enquête bientôt. Au revoir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.